où on va essayer de vous montrer les concepts qu'il y a derrière Vue.js, hein, vous faire découvrir Vue.js en recodant un jeu vidéo. Donc on va commencer par se présenter. Donc je m'appelle Nicolas Decoster, je travaille à Magelium à Toulouse, où j'ai une double casquette développeur scientifique. Et il peut m'arriver d'avoir besoin de faire un petit dashboard rapide. Et en général, j'utilise Vue.js pour ça parce que c'est assez facile d'utilisation. Et moi, c'est Juliane Blier. Du coup, je travaille à Toulouse aussi dans une start-up qui s'appelle Schoolmove. Et moi, en fait, je viens d'une reconversion. Avant, j'étais dans le marketing et ça fait 2 ans maintenant que je code et que je suis full stack chez Schoolmove. Et donc après, je vous parlerai un peu plus de comment moi j'utilise Vue.js, j'utilise au travail et dans quelles conditions un peu je l'utilise. On en parlera à la fin. Ça. Ok, donc j'ai commencé par un petit peu d'historique sur Vue. En fait, ça a été développé par Evan You et en 2013, il a sorti donc une première release publique d'un travail qu'il avait fait dans son coin. En fait, il avait commencé, lui, il a plutôt une formation de designer et puis s'est mis au code sur le tard et il a beaucoup utilisé AngularJS. Et il s'est dit, bon, JS c'est pas mal, mais il y a quelques petits trucs qui sont pas super. Je vais essayer d'imaginer un truc, prendre vraiment ce que je préfère d'AngularJS. Et puis il a commencé à coder quelque chose et il a fait une première sortie donc en 2013 et il a eu les gens ont apprécié ce qu'il a fait, ça l'a encouragé. Donc en 2015 il y a eu une première version et il a fini par passer à plein temps dessus quoi. Donc en 2016 il y a l'arrivée du Virtual DOM et donc avec la version 2 et la version 3 devrait sortir bientôt. Alors ça c'est le problème, entre guillemets, c'est que cette présentation, on l'a fait il y a un an au DevFest Toulouse et c'est exactement le même slide. Et déjà, il y a un an, je disais que bientôt la version 3 allait sortir. Je pense qu'avec le temps qui passe, ça va être de plus en plus vrai, hein. Il y a de plus en plus de chances que ce soit en effet bientôt. Mais en fait, si ça a pris un peu plus de temps, c'est que là, la prochaine version, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et donc voilà, ils prennent vraiment le temps de bien le faire, quoi. Donc voilà, donc Vue.js, c'est un framework progressif. Donc par progressif, on entend que on utilise les fonctionnalités au fur et à mesure des besoins. Au début, on commence à utiliser vraiment le cœur de Vue.js, c'est les composants, c'est le côté réactif, avec voilà, déclaration, le rendu déclaratif. Et ensuite, suivant les besoins, on va rajouter le routing côté client, on va rajouter de la gestion de l'état, etc., etc. Donc on rajoute les choses au fur et à mesure des besoins. Et donc on peut commencer tout petit à faire des tout petites choses et déjà profiter de Vue.js. Donc voilà, j'en ai fini là pour le petit historique, pour le contexte. Là, ça va être une conf où il y aura pas mal, enfin où c'est essentiellement du code. Et donc voilà, là c'est parti, on va vous faire découvrir Vue.js en codant. Et Et je donc, passe on la- va initialiser notre app. Du coup, comme vous l'a dit Nicolas, Vue.js, c'est des composants. Là, je spoil un peu. Hop. Euh, En fait, ce qu'on utilise quand on veut lancer un projet Vue.js, ils ont un CLI qui marche très très bien. Vue CLI, ça nous permet de bootstrapper très rapidement un projet. Donc, grâce à ça, en fait, on va avoir notre architecture de fichiers qui va être directement mise en place, donc sous cette forme-là. Et donc, on va avoir un premier composant qui va être notre composant racine, qui s'appelle app.view, donc qui ressemble à ça. Ce qui est intéressant dans ce composant, est-ce que vous voyez bien déjà? Ça va? C'est assez gros. Ce qui est intéressant dans ce composant Ah, ce qui est intéressant, c'est que dans Vue, on va parler de single file components. C'est-à-dire qu'on va avoir un composant .view qui va avoir à la fois le template, la partie JavaScript, et le style. Donc c'est ce que vous voyez ici. On a 3 balises, le template, le script et le style. Et donc chaque composant, en fait, quand on voudra modifier un composant, on aura besoin d'aller dans un seul fichier. Ça, c'est un truc personnellement que je trouve très très cool et ça évite de se perdre. Donc, notre app est créée. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ah ah, hop, c'est l'étape suivante. Donc d'abord, on va créer Pokémon, comme vous l'avez deviné. Donc on va vouloir d'abord créer notre sprite de bourre-palette, que je vais un peu adapter à l'écran. Ça me semble pas mal. Hop, ça c'est un peu plus de place pour le code. Ok. Donc, comment ça se passe? Là, rien de très exotique. On importe une div dans notre composant app.view, qui est une image. Voilà. Là, rien de bien intéressant. On fait un peu de style, mais ça nous intéresse pas trop.
Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va rentrer vraiment dans l'intérêt de Vue, c'est-à-dire le rendu réactif. Qu'est-ce qui se passe? Ici, dans notre template, on va importer une valeur, donc qui est greetings. Pour l'utiliser dans notre template, en fait, c'est dans des moustaches. Si vous faites du front, vous devez être à peu près clair avec ce concept. Et en fait, dans la partie JavaScript, on va avoir une zone qui est data. Ça va être la data interne à notre composant. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une data qui s'appelle greetings et qui est une string. L'étape suivante, du coup, ça va peut-être être de répondre à cette question, parce que c'est sympa, on nous a posé une question, donc maintenant on va y répondre. Pour ça, on va créer un input et on va binder la valeur de notre input à notre data. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on modifiera notre input, la data va être modifiée elle aussi. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Ici, vous avez... Hop, je vais fermer ça. Ici, vous avez donc un input de type classique, et là, on va utiliser une directive qui s'appelle le vModel, et qu'on va binder sur la donnée qui s'appelle firstName. Donc cette donnée, comment on l'utilise? Plus bas, juste on doit la déclarer dans data, et c'est Vue qui s'occupe lui-même de faire le lien entre le firstName qu'on a déclaré dans notre template et notre data firstName. Aussi, du coup, on va découvrir un event. Donc Vue embarque aussi un certain nombre d'events qu'il gère lui-même de manière automatique. Donc grâce au vOn, on va binder notre event keyDownHunter sur la modification de notre valeur displayGreetings. Donc on dira que dès qu'on appuie sur Hunter, notre valeur displayGreetings interne à notre composant, elle va passer à false. Donc bien sûr, quand on a un booléen, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise un VIF pour dire tu t'affiches pas selon le booléen. Notre VIF, il est ici. Donc ce qui est intéressant aussi avec Vue, c'est que tout est dans le template, quoi. On peut afficher certaines divs, en faire disparaître uniquement avec les VIF, les VIF, tout court. On verra d'autres concepts après, mais uniquement les VIF. Donc qu'est-ce que ça donne en fait? Vous voyez, si je tape mon prénom, j'ai mon VIF qui s'active, et c'est vraiment automatique. Dès la première lettre, tac, mon template se met à jour. Et mon DOM se met à jour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va pouvoir créer un composant. Parce que Pokémon, pour ceux qui connaissent, c'est Sacha. Il n'y a pas de Pokémon sans Sacha. C'est pas possible. Donc on va créer notre premier composant. Parce que pour l'instant, on travaille dans app.vue. Et maintenant, on va créer notre composant Sacha. Comment on crée un composant dans Vue? Il y a 3 étapes. Tout d'abord, ici, on va l'importer. Donc, on crée le fichier, bien sûr, quelque part. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un dossier components. Donc, j'ai mon sacha.vue qu'on ira voir tout à l'heure. Donc, on importe notre composant, on le déclare pour indiquer à notre composant, du coup, le composant parent, qui est actuellement app.vue. On va lui dire, attention, je vais te mettre une balise HTML que tu ne connais pas, ce sera un composant. Et ensuite, on l'utilise dans notre template. Donc, de cette manière. Et maintenant, dans Sacha, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de spécial, c'est juste une sprite, et avec un petit peu de style, dont on se fiche. Donc là, vous voyez qu'on a au centre de notre image notre personnage. Maintenant, notre personnage, on aimerait le faire apparaître à un certain moment. On ne veut pas qu'il soit là au début. Comment ça va se passer? On va réutiliser... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'étape de refacto. Donc, on a vu comment créer un composant. L'idée, c'est d'en faire le maximum pour faire un peu du développement atomique et avoir plein de petits composants qu'on peut réutiliser facilement un peu partout. Donc là, c'est juste une étape un peu intermédiaire où la scène, du coup, le sprite de fond, on le met en composant. Le message de bienvenue, ça devient un composant, etc. Et tout cela, ils sont importés dans app.vue. Et maintenant, du coup, on va vouloir faire apparaître notre personnage quand on le désire. Pour ce faire, exactement comme tout à l'heure, on va utiliser un VIF avec la valeur displaySacha. On est toujours dans app.vue, donc le composant parent qui englobe tous les autres. Et dans notre donnée, on va avoir un displaySacha. Donc au départ, il est à false. Et en fait, on va découvrir qu'on peut faire des events qui sont embarqués par Vue, mais on peut aussi créer nos propres events. Donc, dans notre greetings message, on va dire que quand on valide notre formulaire, type de formulaire, quand on le valide, on va émettre notre propre événement. Comment ça fonctionne? Donc tout à l'heure, on avait un keyDone. Je vous le remonte. On avait un keyDone où
keyDownHunter, donc on modifiait directement la valeur en la settant à false. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une méthode. Donc la méthode dans Vue, c'est juste un objet méthode, et on la déclare ici. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Du coup, quand on va appuyer sur Enter, on va changer le booléen, on va le mettre à false, ici, et ensuite on va émettre notre propre événement, qui est greetingsFinish. Et donc ça va permettre en fait de communiquer entre le composant parent et le composant enfant. Les events, ils remontent de l'enfant au parent. Et ça va être au parent ensuite de le catcher, de surveiller un certain type d'event et d'agir en fonction ensuite. Comment ça se présente, ça? Du coup, c'est dans app.view, on va mettre un v-on, donc on va binder une action sur un event. On surveille l'event greetingsFinished, qui est ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Hop. On affiche Sacha, donc on change le booléen. Donc là, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Hop, toc, et voilà, mon personnage s'affiche. Donc maintenant, donc là, vous voyez, ça s'est mis à jour automatiquement. Notre personnage, il était posé comme ça au centre. Donc on va vouloir peut-être le positionner à certains endroits pour commencer à préparer le déplacement. Comment ça se passe? On va utiliser le style pour le positionner. Donc je vais dans mon composant Sacha. Et en fait, tout à l'heure, on avait du style qui était là. Et maintenant, en fait, on va binder le style. Vue nous permet de faire ça. On peut binder le style via la data, en fait. On va avoir de la data, une position X et une position Y. Et ces données, on va les donner à notre composant pour dire, OK, tu te positionnes à top telle valeur Y de top et la valeur X de left. Et ça nous permet du coup de positionner notre élément. Donc ça, c'est une première étape pour l'instant. Maintenant, on va vouloir que ce soit le parent qui gère ces choses-là, parce que ce n'est pas à notre composant Sacha de savoir où il doit se placer. Lui, normalement, on va essayer de créer un composant qui est ce qu'on appelle dumb, donc qui est bête, où il reçoit les informations, et peu importe, dépendant des informations qu'il reçoit, il se positionne en fonction. Donc on va découvrir les props. Les props, c'est quelque chose qui existe aussi en React. Donc on a vu tout à l'heure que les events, ça servait à communiquer entre le composant enfant et le composant parent. Maintenant, on va faire la communication inverse, c'est-à-dire que du composant parent au composant enfant. Comment ça fonctionne? Donc dans notre composant Sacha, on va lui dire, tiens, attention, tu vas recevoir deux types de props, X et Y. Donc on aura enlevé la partie data interne au composant, et du coup, on utilisera ces props-là pour positionner toujours de la même manière ici notre personnage. Et dans le composant parent, qui est app.view, celui qui l'appelle, là, on va lui donner de manière assez brute des valeurs qu'on a déterminées nous-mêmes, donc 200 et 300. Et donc les props, comment ça fonctionne? En fait, c'est rien de plus que des attributs HTML qu'on donne, et c'est le composant enfant qui va lui les récupérer et les interpréter comme tels. Donc ça, c'est la première étape, avec uniquement des valeurs brutes. Maintenant, on va vouloir les rendre réactives, ces valeurs. Pardon, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, pour rendre une valeur réactive, on va juste la binder. Toujours avec cette directive vbind qu'on a vue tout à l'heure pour les events. Donc là, on va transformer notre attribut x en vbindx. Et donc là, on va lui donner une valeur qu'on va trouver dans la data. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a modifié, c'est plus Sacha qui choisit là où il se positionne, c'est son parent qui lui donne les informations pour qu'il se positionne correctement, et c'est son parent qui va gérer au sein de la data de son composant, donc app.view, c'est lui qui va gérer le positionnement de Sacha. Donc, on bind nos props. Donc, on aura un objet Sacha qui aura une valeur un champ X et Y, et aussi un display, savoir s'il s'affiche ou non. Et donc, c'est cette data-là qu'on va binder directement à notre composant Sacha. Donc là, si j'actualise, vous allez voir que ça a un peu changé. Voilà, il est placé ailleurs. Donc ça, c'est la première partie, en fait. On va commencer comme ça, à pouvoir dire à notre personnage, tiens, je veux que tu te déplaces à gauche, à droite, et on va pouvoir modifier son positionnement. Maintenant, on va vouloir du coup le déplacer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les events qu'on a vus tout à l'heure, qui sont embarqués par Vue, avec les keyDown. Donc up, down, left, right. Et on va lui juste changer la valeur de la donnée de Sacha. On va changer à plus ou moins 40 selon l'endroit où on veut qu'il se déplace. Donc c'est cette valeur-là qui va être modifiée. On va voir. Je crois que...
Voilà, donc là, on peut commencer on a un semblant de déplacement. C'est encore un peu anarchique, mais on a notre personnage qui se déplace grâce aux events. Donc, tac. Donc pour l'instant, on voudrait qu'il évite de marcher sur les maisons, donc on va lui créer une grille. Ah, c'est là où ça capote un peu. Je ne peux pas. On a découvert ça. C'est que notre grille n'est pas du tout alignée quand on zoome ou dézoome. Ça fait un peu moins sympa. Mais bon, ça va aller. Ce sera un poil décalé. L'idée de cette grille, c'est surtout pour commencer à voir quelles sont les cases qui se dessinent sur l'environnement. Parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué à Pokémon à l'époque, mais c'était très carré. Il n'y avait pas. Maintenant, aujourd'hui, il y a Pokémon qui sort, c'est de l'open world et compagnie, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, c'était basiquement, derrière ce qu'il y avait, c'était une grille. Donc, nous, on l'a créé pour vous introduire en plus une autre notion. Donc, on a créé un composant grille et on va découvrir le V-for. Le V-for, ça permet de faire de manière générale du list rendering. Donc, typiquement, ça peut être afficher une liste d'objets. Enfin, on va récupérer une liste d'objets et on va les afficher. Nous, on l'a utilisé d'une autre manière. On a juste bouclé. On a bouclé sur des nombres pour faire une grille de 20 sur 20. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est que très simplement, de manière, avec le template, grâce au V-for, on peut facilement boucler et ça nous permet d'avoir du code concis. Donc ça, c'était juste pour expliquer le V-for, mais l'intérêt, c'est du coup après d'aligner notre personnage sur cette grille. Donc là, c'est ce qu'on fait, mais vu que notre grille est un poil décalée, du coup, excusez-moi, hop, c'est là. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'adapte. Bon, là, ça ne marchera pas très bien si je l'affiche. Voilà, il est un peu décalé, parce que la grille est elle-même décalée, mais on a modifié un petit peu la valeur, et on a commencé à préparer l'idée que, en fait, les X et les Y, ce seraient non plus des pixels, mais maintenant, ça va commencer, on commence à préparer la formule pour que ça devienne des cases. Quand on lui dit, tu déplaces d'une case vers la droite, une case vers la gauche, etc. Et on a adapté un petit peu ça pour que ça rentre dans la grille. Mais du coup, l'idée de ça, pour l'instant, c'est notre composant app.view qui va gérer le déplacement, mais on voudrait passer quand même à une autre étape. On voudrait ajouter un nouveau truc à notre application, parce qu'elle commence à devenir un peu grosse. Si on a l'envie de créer un jeu Pokémon, ça va être un peu fouillis si on crée si on fait des événements entre les parents, les enfants et qu'on passe des props. Et en fait, dès qu'on commence à avoir une application qui commence à grossir un petit peu, les props et les événements, c'est très bien, mais ça peut commencer à devenir très fouillis. Donc, les créateurs de Vue, ils ont utilisé ce que Nicolas vous montrait ici. Voilà. Donc là, nous, on était ici, à cet endroit-là. On va passer le routing, parce que ça ne nous intéresse pas pour le moment. Mais ici, on va utiliser le state management. Comment ça marche, le state management? En fait, on a un plugin qui s'appelle Vuex, qui va permettre d'avoir un store et des states. Qu'est-ce que c'est que le store et les states? En fait, ça va être une espèce de... Le state, en tout cas, c'est la mémoire. Ça va être la mémoire de notre application. Elle disparaît quand on rafraîchit la page, mais ça n'empêche que tant qu'on continue à naviguer dans notre application sans rafraîchir la page, du coup, les valeurs restent vivantes. Et typiquement, ça pourrait être intéressant d'avoir une espèce de sauvegarde, un état de nos personnages, un état de la vie de nos personnages. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard quand on fera la bataille. Mais pour l'instant, nous, on va vouloir que si jamais on change d'écran, on voudra que notre personnage il soit exactement repositionné à l'endroit où il était. Comme dans un vrai jeu vidéo, en fait, en somme. Du coup, on va aller voir à quoi ressemble ce store. Donc déjà, on crée un nouveau fichier qui s'appelle store.js. Bon, le main, on s'en fiche. Et le store, il a 3 parties pour l'instant. Donc il a une partie state, qui va être, elle, vraiment la mémoire, les valeurs qu'on veut garder dans notre application. On va avoir les actions. Les actions, elles sont asynchrones. Hop, on s'en fiche de ça pour l'instant. Les actions, elles sont asynchrones. Elles vont nous permettre d'aller chercher des informations ailleurs. Ou généralement, c'est d'aller chercher des informations dans une API. Nous, on n'a pas utilisé d'API, du coup, on a créé notre environnement dans une action. Mais typiquement, ça pourrait être aller récupérer cet environnement sur une API ailleurs, dans le cloud. Donc ça ressemble à ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un énorme environnement qui est à peu près similaire à notre grille. Et dedans, on ajoute des
on ajoute des cases, enfin des valeurs par rapport à cette case, et on sait si c'est du sol ou pas, et surtout si on peut y marcher ou pas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après ça? Hop, je vais l'enlever. Une fois qu'on a créé notre environnement là, ou qu'on a récupéré notre environnement via un appel API, du coup, on va vouloir l'enregistrer dans notre state. Pour l'enregistrer dans notre state, on va faire un commit. Et le commit, c'est quoi? En fait, c'est une mutation. Donc ici, vous voyez, je commit la mutation set environnement en lui passant mon objet environment. Et ma mutation, elle est juste ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vouloir modifier le state, elle va créer de la propriété environment et lui passer mon objet environment. En Vue, on modifie le state, on ne peut pas le modifier n'importe comment, ça crée des problèmes, et c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Du coup, à chaque fois qu'on veut modifier le state, c'est une mutation qu'on doit faire. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc là, typiquement, on a créé notre environnement. Maintenant, on va vouloir peut-être faire en sorte que notre personnage il soit conscient de cet environnement, parce que là, si je lui dis qu'il y a une case sur laquelle il ne peut pas marcher, pour l'instant, il ne le sait pas. Donc on va faire en sorte qu'il le sache. On va créer donc un getter. Ça, c'est une autre partie du store. Les getters, ça va nous permettre d'aller récupérer des informations dans le state, et on va pouvoir les réutiliser dans nos composants. L'avantage du state, c'est que tous les composants peuvent y avoir accès. Et on a une ligne à déclarer, et ensuite, notre composant peut utiliser ces informations du state. Ça évite d'avoir des props et des events dans tous les sens. Donc notre getter, on va savoir s'il peut marcher sur cette case ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, tiens, les coordonnées de la case, donc x et y. Il va calculer... Enfin non, x et y, c'est même pas encore les coordonnées de la case. Pour l'instant, c'est les pixels. Il va calculer sur quelle case il est, et il va nous dire si on peut marcher, effectivement, si c'est true ou false. Donc pour l'instant, on a juste créé le getter. Et on a fait un petit peu de refacto ici. Au lieu de modifier directement les valeurs, on va juste créer des méthodes, move up, move down, etc., qu'on a ici avec l'orientation, pour pouvoir bouger notre personnage et utiliser justement ce getter. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur la clé, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer dans cette fonction, ce qui est un gros switch, et on va savoir déjà si est-ce qu'on peut marcher sur cette case, est-ce que les coordonnées de cette case sont valides, est-ce que j'ai le droit d'y aller, et si oui, alors je déplace mon personnage. Donc là, hop, il y avait une case qui est celle-ci. Donc je ne sais pas si vous l'avez. Celle-ci là, on a déterminé pour l'instant que c'était un mur. Et donc là, effectivement, mon personnage, il ne peut pas aller dessus. J'ai beau appuyer. Donc il commence à avoir une première conscience des murs de son environnement. Maintenant, on voudrait aller un petit peu plus loin. On va commencer à utiliser non plus... on va déplacer la responsabilité dans le store. Parce qu'on considère que ce n'est pas forcément à notre app.view d'avoir les informations. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça reste dans le store, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse, après, dès qu'on change d'écran, revenir, récupérer les infos et repositionner notre personnage là où il était. Donc, l'orientation, en fait, on va utiliser un dispatch. Donc, le dispatch, c'est pour appeler une action. Et on va lui dire, tiens, tu vas utiliser, quand on va essayer de se déplacer, tu vas utiliser l'action move Sacha, en lui passant l'orientation nécessaire. Et donc dans notre store, on va avoir ici, hop, je vais vous enlever ça, donc notre switch qui a été décalé. Et c'est toujours le même principe, on va vérifier si on peut marcher dessus, et si oui, alors on change la position. À côté, on a fait une autre petite modification, c'est qu'on donne à notre personnage sa position en pixels, mais nous, dans le store, on le gère via des cases. Donc on divise par 40, parce que c'est la largeur et la hauteur, etc. Et moins 20 pour le replacer au centre. Voilà. Donc notre store, lui, il parle en positionnement de cases. Et notre personnage, lui, il est toujours bindé avec le style. Et donc c'est son style qui va lui dire en pixels l'endroit où il doit se positionner. Donc visuellement, là, il se passe rien. C'est toujours pareil. Hop. Hop. Je ne peux toujours pas marcher sur cette case-là. Maintenant, l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être peut-être de le déplacer, de faire en sorte d'un simili déplacement. Du coup, on va changer la sprite au moment où il se déplace, sur la gauche, sur la droite, pour donner cet aspect, tiens, je marche par ici. Donc, on rajoute un getter pour récupérer son orientation, savoir s'il est tourné vers la droite, tourné vers la gauche, etc. Ici, du coup, dans notre state, donc on avait la position de Sacha dont je ne vous ai pas parlé, mais on a aussi son orientation, savoir vers où il est tourné. Et dans Sacha,
on va binder encore, toujours de la même manière, grâce à la directive vbind, on va binder notre image en disant, bah voilà, selon l'orientation, tu vas aller chercher ce PNG ou celui-ci ou celui-ci. Donc, qu'est-ce que ça donne ça? Voilà, je peux me déplacer comme ça. Un truc dont on n'a pas parlé et qu'on utilise dans l'orientation, c'est les computed. Les computed, en fait, c'est comme si c'était une valeur dans votre data, sauf qu'en fait, vous allez lui passer une... Donc la computed, en fait, orientation, c'est pour récupérer mon orientation, et elle se met à jour de manière réactive à chaque fois que la valeur qui est utilisée pour la calculer est modifiée. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, bon, je pourrais rajouter une string ou je ne sais pas, mais là, on sait qu'il utilise le getter getOrientation. Ce qui fait qu'à chaque fois que mon getter va changer, par exemple, si c'est un autre composant qui va changer cette orientation, automatiquement, mon personnage, le computed va être mis à jour et mon personnage, du coup, va être mis à jour. Mon composant va être mis à jour. Ce qui est intéressant avec Vue, c'est qu'il a un arbre très très précis des composants. Et du coup, il sait exactement si telle valeur change dans le state, notamment, quel composant il doit le mettre à jour. Et donc, c'est lui qui se charge de tout. Donc, ça évite d'avoir à re-render tout plein de composants inutiles. Et en termes de performance, c'est plutôt intéressant. Donc là, on approche du but. On a presque notre système de fonctionnement. Il marche encore sur les murs et sur les maisons. Du coup, la dernière étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de lui donner un vrai environnement réel par rapport au mur. Donc, c'est pas très intéressant, mais en gros, dans l'idée, on a un espèce de gros objet, là, comme ça. On lui dit où est-ce qu'il peut marcher, etc. Et il ne se passe rien d'autre. Et du coup, maintenant, on va pouvoir voir notre personnage qui est un peu discipliné et qui ne va plus marcher sur les maisons, qui ne va plus dans les murs, ne peut pas aller sur l'eau, etc. Et donc là, on a réussi à créer avec Vue, assez simplement, un système de déplacement du coup, qu'on pourrait utiliser dans un jeu vidéo. Donc pour l'instant, c'est bien, on se balade à Bourg-Palette, mais maintenant, on va peut-être aller vouloir commencer à capturer des Pokémon. Et donc ça, c'est Nicolas qui va commencer à vous montrer la bataille, notamment. Ok, donc je prends le relais pour la suite. Donc maintenant que Sacha peut se déplacer dans l'environnement, on va voir la partie, comment on peut faire avec Vue pour implémenter la partie bataille dans Pokémon. Donc première chose, bon, maintenant on n'a plus besoin de la grille, hein, ça y est, le déplacement est réglé. Donc première chose, on enlève la grille et on va déclencher des actions quand on va rentrer dans l'herbe. Donc c'est la partie où il y aura la bataille. Donc voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, j'ai modifié le code pour que quand je rentre dans l'herbe, il se passe quelque chose. Pour l'instant, j'affiche juste une fenêtre d'alerte et on va voir comment on fait ça. Donc je vais revenir dans le composant principal. Ok, donc je vais cacher ça. Donc comment on fait ça? Donc on a rajouté ici une nouvelle donnée computed qui va récupérer le type de la case où se trouve Sacha. Et donc ça va être calculé dynamiquement en fonction de ce qui est dans le store, dans l'environnement. Et on va faire aussi autre chose, c'est une donnée computed, mais on va aussi surveiller ces changements de valeur. On veut faire une action chaque fois que ça change de valeur. Et pour ça, on va utiliser des watchers, donc avec cette directive-là, watch. Et en remettant le nom de cette propriété, on va surveiller chaque fois qu'elle change de valeur. Et le paramètre là, de cette fonction, c'est la nouvelle valeur. Et si cette valeur-là, c'est de l'herbe, eh ben, je vais juste afficher la fenêtre d'alerte qu'on a vue, quoi. Donc voilà comment on réagit et qu'on fait une action suite à un changement de l'état. Donc bon, pour l'instant c'est une fenêtre d'alerte, donc c'est pas très intéressant. On va commencer à faire un composant spécial pour ça. Donc là, si je le refais, là pour l'instant je l'ai juste affiché en bas juste pour montrer que c'est un nouveau composant. Et si je reviens dans le code, voilà, j'ai créé un composant que j'ai appelé Battle, que j'importe comme les autres composants, et que je vais afficher en fonction d'une sorte du mode de jeu dans lequel je suis. Donc on va dire qu'il y a le mode de jeu de déplacement de Sacha et il y a le mode de jeu Battle.
Et du coup, le composant battle qui est en bas, je vais l'afficher seulement quand je serai dans le mode de jeu battle. Et ce mode, donc je l'ai rajouté dans les données du composant. Et je bascule sur ce mode-là. J'ai remplacé la ligne où il y avait l'alerte tout à l'heure par cette ligne-là qui donc bascule le mode et c'est ça qui va afficher le composant. Donc voilà, maintenant je vais commencer à designer ce composant. Donc là, il y a quelques étapes. Voilà, donc là, tout d'abord, ça va être une fenêtre. Donc voilà, on voit apparaître la fenêtre. Ensuite, on voudrait afficher dedans les Pokémon. Bon, on va peut-être les positionner un peu mieux. Voilà. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est afficher leur nom. Et enfin, ce qu'on aimerait avoir aussi. Alors là, je crois qu'il faut recharger la page. Voilà, ce qu'on veut afficher, c'est les points de vie des Pokémon. Donc, je vais retourner dans le code. Là, j'ai passé plusieurs étapes rapidement parce que c'était du styling, etc. C'était peut-être pas très, très intéressant. Mais maintenant, je vais aller voir le contenu de mon composant Battle qui est ici. Et donc, voilà, qui s'est enrichi au fur et à mesure des différentes étapes. Et là, ce qui va m'intéresser ici, c'est ces parties-là. Pour la partie point de vie, j'ai créé des nouveaux sous-composants, Pokémon HP Zone et HP Bar. Et je vais surtout m'intéresser à HP Bar pour voir comment c'est codé. Donc ça va reprendre des principes qu'on a déjà vus, que Juliane a déjà présenté, où en fait on va dessiner juste, donc HP bar, hein, c'est cette partie-là, hein, c'est la partie colorée, et donc on va juste faire une div à l'intérieur d'une autre, et celle qui est à l'intérieur, son pourcentage par rapport aux parents, on va le régler en fonction du nombre de points de vie, et ça se fait en faisant un binding de données de notre composant sur le style, hein, et avec donc le style, la largeur en pourcentage ici, où on prend la valeur des points de vie. En disant par 10, on dit qu'il y a maximum 10 points de vie. Et ces points de vie, HP, est une des propriétés de notre composant. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le composant battle, quand on appelle HP bar, on passe un attribut HP, donc ici 4 et en dessous 8, pour faire une barre de taille différente. Donc voilà, l'étape suivante, c'est de changer la couleur en fonction du nombre de points de vie. Donc je vais revenir sur ce composant-là. Et donc comment on fait ça? Toujours pareil, en jouant sur le style. Donc là, j'ai rajouté le style pour la couleur d'arrière-plan. On a vu ici que comme les points de vie commencent à être faibles, c'est passé en orange. Et donc cette couleur du background, ça va être une propriété dynamique, une computed, qui va dépendre du nombre de points de vie. Donc on le voit ici. Je vais cacher ça. Donc là, on voit que la valeur de la couleur, hein, elle est calculée dynamiquement chaque fois que le nombre de points de vie change. Si c'est inférieur à 2, ça va être en rouge, inférieur à 5, ça va être en orange, et sinon ça va être en vert. Donc dès qu'on change HP, ça va changer la couleur de manière dynamique. Ok, donc là, pour ces points de vie, je les avais mis en dur dans Battle. Donc l'étape suivante, c'est de passer par une variable. Donc on fait un vbind ici, sur cette ligne-là, pour mettre donner à l'attribut HP de HP bar la valeur d'une donnée qu'on a dans notre composant, voilà, que j'ai mis à cet endroit-là. Voilà, c'est ici. Et bien sûr, le bon endroit vraiment pour mettre ça, c'est plutôt de le stocker dans le store, hein, qui est notre vision de notre environnement, du monde dans lequel on évolue. Donc c'est la place naturelle pour mettre les points de vie. Donc je ne vais pas aller regarder le code du store, mais bon voilà, on a rajouté les points de vie pour le Pokémon de Sacha et de l'ennemi, quoi. Et donc on les récupère de cette manière-là en faisant encore une fois une donnée réactive computed. Ok, donc là maintenant on a les points de vie, on a géré les points de vie et les barres de points de vie. Pour démarrer la bataille, on va avoir besoin d'afficher des informations. Et donc on a besoin d'afficher une fenêtre de message qui est ici. Ça c'est assez simple, hein, j'ai juste rajouté une div pour l'instant.
Et donc on va utiliser cette zone-là pour dérouler les différentes étapes du combat et afficher les informations. Ok, donc première chose, quand on démarre une bataille, le joueur va choisir l'attaque de son Pokémon. Donc pour ça, j'ai rajouté un élément, enfin, un div ici, avec les différents choix qui sont là. Donc c'est ces deux-là, là. Et quand on clique dessus, bon, juste pour montrer qu'il y a un effet, j'affiche à côté l'attaque qui a été choisie par le joueur. Donc pour ça, voilà, on a un événement, quand on clique sur l'un des éléments du menu, ça va lancer une méthode, hein, ça va exécuter une méthode de notre composant qui va stocker dans une donnée Sacha Move l'attaque choisie pour le Pokémon de Sacha. Et donc voilà la méthode qui est appelée quand on clique dessus. Donc voilà, là ça reste assez classique et c'est des choses qu'on a déjà vues tout à l'heure. Donc voilà, là on voit que voilà, il y a le côté réactif qui apparaît. Ok, donc je passe à l'étape suivante. Donc là, on voit qu'on va devoir justement enchaîner différentes étapes dans la fenêtre de message. On va devoir afficher des choses les unes après les autres. Donc je commence à implémenter une sorte de pseudo petite machine à état où j'ai une notion donc d'étape, hein. Donc c'est par cette donnée-là et où j'ai juste mis une chaîne de caractères qui indique à quelle étape on est et on commence le combat par demander au joueur quelle attaque il veut faire et ensuite côté template, je vais juste utiliser des VIF sur les divs que je vais afficher en fonction des étapes. Donc là, cette div-là, c'est pour demander l'attaque au joueur et l'étape suivante, enfin c'est voilà, display Sacha Move, ce div-là va être affiché pour montrer le choix du joueur. Et donc on va basculer cette variable d'état step en fonction de l'étape qu'on veut faire. Donc là, je vous montre le résultat. En fait, la première étape, on clique, et la deuxième étape, on affiche le résultat. Et le basculement se fait dans la fonction select Sacha Move, où on modifie du coup l'état, l'attaque qui a été sélectionnée, et on indique tout de suite après, c'est bon, la première étape est faite, on peut passer à l'étape suivante qui est afficher l'attaque de Sacha. Donc voilà, et donc maintenant je vais dérouler les autres étapes avec cette petite logique. Donc déjà, avant ça, comme on va enchaîner différents messages, je vais introduire une notion de pause entre les messages, hein, pour qu'on ait le temps de les voir apparaître. Donc j'ai fait une petite fonction qui fait une pause de 2 secondes avant de passer. Là, j'efface la fenêtre de message, quoi. Donc là, je clique, ça affiche le choix, ça a attendu 2 secondes et on revient au départ. Ah oui, alors là, il y a une étape en plus qui... voilà, je suis passé à l'étape suivante, pardon. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que en même temps, il y a le Pokémon. Enfin, on a traité le choix de l'attaque du Pokémon. Donc ça se passe toujours dans cette fonction Select Sacha Move où on va enchaîner les différentes étapes, hein, et où on voit que voilà, ici on prend au hasard une attaque pour l'ennemi. Et on affiche le résultat et voilà, et après on va boucler en rebasculant sur la première étape ici dans la dernière ligne de code. Donc là j'ai un peu fait de refactoring, mais donc c'est pas très important. Ok, et donc l'étape suivante, c'est que on a le combat qui se passe, là on a l'enchaînement des différentes étapes du combat, mais jusqu'à maintenant on n'avait pas la gestion des points de vie, les points de vie ne changeaient pas. Donc voilà, là c'est ce que j'ai fait, et c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est une ligne qui est ici, là, où je vais dire dans le store de diminuer le nombre de points de vie une fois qu'on a choisi l'attaque pour Sacha, quoi, pour le Pokémon de Sacha. Donc je ne vais pas remontrer le code, c'est du code dans le store, c'est assez classique. Ok, et là on fait la même chose pour l'autre Pokémon. Donc là, si je déroule les étapes, alors ça se défile un peu plus rapidement pour pas perdre trop de temps. Et donc là, on voit en effet que les points de vie diminuent. Mais bon, pour l'instant, voilà, on arrive à 0 et il ne se passe rien. Il faut gérer le moment où l'un des deux Pokémon arrive à 0. Donc là, il y a un peu de refactoring, donc je passe rapidement. Et donc, première chose, on va gérer le cas où les points de vie
de l'ennemi arrive à 0. Et pour ça, on va faire, on va réutiliser un watcher, on va surveiller l'évolution des points de vie de l'ennemi. Donc voilà, c'est une propriété computed qu'on avait déjà, et on peut surveiller ces changements de valeur. Et si ça passe à 0, et ben dans ce cas-là, on va changer un peu le cours des étapes d'affichage des messages pour indiquer que l'ennemi est à 0, quoi. Alors, ah zut, pardon. Ok, donc je vais recharger pour qu'on se remette dans l'état de départ. Et quand je vais là, donc là maintenant, les points de vie diminuent et quand l'ennemi a perdu, on a ces 2 nouveaux messages qui apparaissent. Et donc là maintenant, l'étape suivante, ça va être de faire en sorte qu'on revienne à la scène de mouvement une fois que le combat est fini. Et donc c'est ce qu'on fait ici. Et là, on va utiliser un événement personnalisé, comme on a déjà vu tout à l'heure, donc qui s'appelle End of Battle, et qui est récupéré dans le composant, dans l'application pour changer le mode de jeu, le rebasculer à move. Donc c'est sur cette ligne-là. Quand il y a l'événement de fin de bataille, on revient sur l'autre mode de jeu, quoi. Donc si je charge, ok, et que je lance les choses. Donc voilà, là, on a gagné et on repasse sur ce mode-là. Sauf que là, quand je reviens, l'ennemi il a toujours 0, donc il faut rajouter une petite étape pour revenir pour que l'ennemi revienne à un nombre de points de vie maximum pour le prochain combat. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici. Juste avant d'envoyer l'événement, on fait un nouveau commit, une nouvelle action dans le store pour dire remet à 10 les points de vie. Voilà. Ensuite, on fait la même chose pour gérer le cas où le Pokémon de Sacha a des points de vie qui arrivent à 0 pour que ce soit équitable, un minimum. Donc voilà, c'est exactement la même logique. On enchaîne les différentes étapes, voilà, avec des actions un petit peu différentes, quoi. Donc voilà, donc bon, dans le fonctionnement, c'est assez similaire. Donc là, on est repassé à 0 pour l'ennemi qui revient du coup à 10. Et nous, là maintenant, on va voir le cas où Sacha, le Pokémon de Sacha arrive à 0 et où on revient ici. Donc voilà, voilà en gros, je crois que j'arrive à la fin là. Voilà, c'est ça. Ok, donc bah, voilà pour la partie démo. J'espère que là vous avez pu voir un peu les différents concepts qui existaient dans Vue et comment, ils interagissent. Alors c'est vrai que c'était un peu rapide, mais au moins vous avez un aperçu des choses, quoi. Et du coup, hop là, en 2 mots, parce qu'on n'a plus de temps. Vue, du coup, vous voyez comment ça marche. Maintenant, pourquoi faire? Nous, on a 2 retours d'expérience très différents. Nicolas, vous le disiez tout à l'heure, lui, c'est plus pour des POC. Ouais, voilà, c'est plus des dashboards, des trucs comme ça. Et moi, je sais que dans ma boîte, on utilise Vue tout le temps. On a notre appli qui tourne dessus. Et ça marche aussi très bien pour des grosses applis qui sont en production. Nous, on a par exemple plus d'1 million d'utilisateurs. Et ça fonctionne très bien. Et l'avantage, je vais revenir vite fait sur cette slide, c'est que justement, on peut adapter Vue à notre utilisation. On peut partir d'un truc très, très basique pour faire des POC jusqu'à arriver avec du server-side rendering pour le SEO, etc. Et on peut aller vraiment sur des choses très, très poussées avec ce framework. C'est vraiment adapté, je pense, à toutes les situations. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Merci N'hésitez pas à mettre des feedbacks. Et si vous avez des questions, on est là, on est à la conf toute la journée. Et sinon, n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter.